Bonjour. Les tumeurs abdominales de l'enfant sont des tumeurs développées dans la cavité abdominale, en intra ou en rétro-péritonéale. Parfois, elles peuvent même être pelviennes. Elles sont bénignes ou malignes et sont fréquentes. Aujourd'hui, le diagnostic est facilité par l'imagerie. Leurs causes en sont variées et leur pronostic dépendra principalement de l'étiologie et de la précocité du diagnostic. Alors, comment poser un diagnostic positif d'une tumeur abdominale chez l'enfant? Tout d'abord, nous avons des circonstances de découverte. Donc, cette tumeur peut être découverte fortuitement par les parents, par exemple au cours du bain, ou découverte lors d'un examen systématique par le médecin traitant. Elle peut être révélée par des signes non spécifiques, comme une augmentation du volume de l'abdomen, des troubles digestifs, des troubles mictionnels, des signes généraux, des signes d'hypertension artérielle. Malheureusement, nous pouvons découvrir une tumeur abdominale à travers des signes de dissémination. Certaines étiologies peuvent être donc découvertes par une échographie anténatale. L'examen clinique devra être systématique sur un enfant calme. L'inspection peut nous révéler une voussure, une circulation veineuse superficielle, etc. La palpation devra être douce. En cas de néphroblastome, il y a un risque de rupture de la tumeur en cas de palpation intempestive. Donc, dès que vous suspectez une tumeur abdominale chez l'enfant, la palpation doit être douce, particulièrement prudente et non répétée. Donc, cette palpation va préciser le siège, les limites, la consistance, le volume, la sensibilité et la mobilité de notre masse. L'examen devra comporter également un toucher rectal ainsi qu'un examen de la vulve. L'échographie abdominale, bien sûr, permettra de poser le diagnostic de tumeur abdominale. Une masse abdominale n'étant pas toujours une tumeur abdominale, il peut s'agir d'un gros foie non tumoral, d'une splénomégalie, d'un globe vésical, d'un fécalome, d'un hématocolpos ou d'un hydrocolpos. La confirmation se fera grâce à l'échographie abdominale. Le fécalome est une accumulation de matière fécale déshydratée et stagnant dans le rectum. L'hématocolpos, c'est l'accumulation progressive du sang menstruel dans la cavité vaginale à la puberté, conséquence d'une imperforation de l'hymen. Alors, ce sont des adolescentes qui vont se plaindre de douleurs pelviennes de façon cyclique avec une aménorrhée primaire. Il suffit d'un petit geste de chirurgie pour permettre l'écoulement du sang des menstruations et ainsi de régler le problème de cette jeune fille. L'hydrocolpos, on va le voir plus souvent chez le nouveau-né. Donc, c'est l'accumulation de sécrétions cervicales et vaginales du fait ou d'une imperforation hyménéale ou d'une atrésie vaginale ou d'une sténose distale. Et donc, d'où l'intérêt d'examiner devant toute masse abdominale la région pelvienne et périnéale de la fille. Qu'en est-il du diagnostic étiologique des tumeurs abdominales de l'enfant? Tout d'abord, on devra s'appuyer sur une anamnèse précise et rigoureuse qui devra déterminer l'âge de l'enfant, son origine géographique, ses antécédents pathologiques, le mode évolutif de la tumeur, ainsi que la recherche de signes d'orientation comme des signes généraux, des signes digestifs, des troubles mictionnels, des signes d'hypertension artérielle, des douleurs osseuses. L'examen physique devra noter les caractères de la tumeur, l'existence de nodules cutanés, d'échymoses périorbitaires, de douleurs osseuses, d'hématurie, d'hypertension artérielle, d'anéridie, qui est une absence congénitale de l'iris, de malformation génitale, d'ictère et d'autres signes. Pour ce qui est de l'imagerie, l'abdomen sans préparation n'est plus nécessaire depuis l'avènement de l'échographie abdominale.
Toutefois, il peut montrer un refoulement, des clartés digestives, des calcifications intraparenchymateuses. Le premier examen d'imagerie à réaliser devant une masse abdominale est l'échographie abdominale. Elle permettra de visualiser la tumeur, son siège, ses caractéristiques et ses rapports anatomiques. Afin d'affiner le diagnostic et de guider un éventuel geste chirurgical, une tomodensitométrie abdominale ou mieux encore une imagerie par résonance magnétique de l'abdomen seront réalisées. Sur l'image en haut de l'écran, vous voyez à votre droite une tumeur au niveau de la loge lombaire droite. Dans l'image du bas, vous notez une masse paralombaire gauche avec un énorme foie contenant de multiples nodules hépatiques ainsi qu'un nodule sous-cutané à droite. Nous sommes devant un syndrome de Pepper. Nous le verrons plus loin en abordant le neuroblastome. D'autres examens d'imagerie peuvent être réalisés dans le cadre d'un bilan d'extension ou pour affiner notre diagnostic étiologique. Pour ce qui est des marqueurs biologiques, nous avons principalement les catécholamines urinaires et l'alpha-fetoprotéine qui peuvent nous aider dans notre diagnostic étiologique. L'histologie, comme vous le savez, est ce qui va nous permettre de poser avec certitude notre diagnostic étiologique et donc nous pouvons réaliser une cytoponction de la masse ou une cytoponction médulaire en cas d'envahissement de la moelle ou bien réaliser l'analyse anatomopathologique après exérèse chirurgicale. Bonjour, nous allons aborder ensemble le thème des tumeurs abdominales de l'enfant. Quels sont donc les résultats de notre enquête étiologique? Comme vu au début du cours, les tumeurs abdominales se subdivisent en tumeurs rétropéritonéales, en tumeurs intrapéritonéales et en tumeurs sous-péritonéales ou pelviennes. Les tumeurs rétropéritonéales se divisent en deux, les tumeurs rénales et les tumeurs extrarénales. La tumeur rénale maligne la plus fréquente chez l'enfant est le néphroblastome. La tumeur extrarénale maligne la plus fréquente chez l'enfant est le neuroblastome. Dans les tumeurs intrapéritonéales, les tumeurs du foie et des voies biliaires de l'enfant, donc la plus fréquente est l'hépatoblastome, et dans les tumeurs du tube digestif, la plus fréquente est le lymphome abdominal. Le néphroblastome ou tumeur de Wilms est la plus fréquente des tumeurs rénales de l'enfant. Elle touche l'enfant entre 1 et 5 ans. 93% de ces tumeurs sont unilatérales. Il existe des syndromes prédisposants à développer un néphroblastome. Nous citerons le syndrome WAGR, Wilms, anéridie, malformation génitale, retard mental, le syndrome de Denis-Drache, qui va associer des troubles de la différenciation sexuelle, une sclérose mésangiale et un néphroblastome, le syndrome de Wiedemann-Beckwith, qui va lui associer une hypercroissance ou une hypertrophie, une viscéralomégalie, une macroglossie, des hypoglycémies néonatales et un néphroblastome plus tard. Le syndrome de Perlman, qui associe des anomalies du faciès, un néphroblastome, une acide fœtale, une macrosomie, des hyperplasies des îlots de Langerhans. Le néphroblastome a globalement un bon pronostic puisqu'il y a plus de 90% de cas de guérison. Le neuroblastome est une tumeur embryonnaire maligne du tissu sympathique. C'est la tumeur maligne solide extracérébrale la plus fréquente du jeune enfant. Elle touche l'enfant de moins de 2 ans, a un pronostic réservé. Elle se caractérise par une extrême variabilité clinique et évolutive, allant de la régression spontanée sans traitement, comme dans certains cas de syndrome de Pepper, à la progression rapidement fatale.
Des syndromes prédisposants ont été décrits, comme la neurofibromatose de type 1, la maladie de Hirschsprung ou le syndrome d'Ondine. Ce neuroblastome se développe principalement dans l'abdomen, parfois le long de la colonne vertébrale, plus rarement dans le thorax, le cou ou le pelvis. À l'examen clinique, nous retrouvons une masse abdominale, indolore, fixée, irrégulière, bosselée, donnant le contact lombaire. Il peut exister des signes de compression comme une paraplégie ou des troubles sphinctériens, ou un syndrome paranéoplasique. Nous pouvons également découvrir ce neuroblastome à travers un syndrome oculo-cérébralo-myoclonique ou des manifestations de métastases comme des douleurs osseuses, un syndrome de Hutchinson, des nodules sous-cutanés, une hépatomégalie dans le syndrome de Pepper ou des adénopathies. Le syndrome de Hutchinson, comme vous le voyez sur l'image, est un hématome périorbitaire bilatéral en relation avec les métastases osseuses de l'orbite. Le syndrome de Pepper est un neuroblastome qui va toucher l'enfant de moins d'1 an, qui va donc donner une hépatomégalie très volumineuse multinodulaire. Ce syndrome de Pepper peut régresser spontanément. Le traitement du neuroblastome est multidisciplinaire. Il va inclure de la chimiothérapie, de la chirurgie et parfois de la radiothérapie. Le pronostic sera bon pour les enfants de moins de 18 mois et dans les formes thoraciques. Par contre, des éléments de mauvais pronostic seront des altérations génétiques décrites dans le neuroblastome, ainsi que l'élévation des LDH. Parmi les altérations génétiques décrites dans le neuroblastome, un facteur de mauvais pronostic majeur a été identifié, c'est l'amplification de l'oncogène N-MYC qui va être associé à un risque élevé de développer des métastases. Le lymphome est une tumeur solide du système hématopoïétique. Il survient surtout après l'âge de 2 ans. Il a un bon pronostic après traitement. L'examen clinique révèle, dans le cas du lymphome digestif, une distension abdominale, des troubles digestifs, une altération d'état général. Rarement il peut se révéler par une invagination intestinale aiguë. On peut avoir également une masse abdominale volumineuse, irrégulière ou infiltration diffuse. Le diagnostic à l'échographie, c'est une tumeur avec une image en cocarde ou en sandwich. À la cytologie, par ponction de la masse, de la cyte ou de la moelle, on met en évidence des lymphoblastes qui vont confirmer le diagnostic. Le traitement va avoir recours à la chimiothérapie seule. Rarement, nous avons besoin d'avoir recours à la chirurgie dans le lymphome. En conclusion, les tumeurs abdominales les plus fréquentes et les plus graves de l'enfant sont le neuroblastome, le néphroblastome et le lymphome. Certaines ont une grande chance de guérison si le traitement est instauré précocement, d'où l'intérêt d'une enquête étiologique urgente. Je vous remercie.